Bonsoir la VOD. Alors, ce soir, on va faire deux choses. On va continuer à éplucher la config de Gitty pour migrer Gitty vers notre nouveau template. Et donc en faire une image conteneur qui soit lecture seule, prête pour OpenShift avec un UID flottant, etc., etc. Et ensuite, en fonction de qui demande, de la demande dans le chat, on évoquera les DevOps Days Zurich et la semaine de pédiluve que j'ai fait à 42 Lausanne. Voilà. Donc, sans plus attendre, on passe dans le vif du sujet. Alors, je refais mes réglages à la volée parce que ça fait 15 jours que j'ai pas stream. Donc j'ai un peu perdu la main, on perd vite, hein. Là, voilà. Ouais, ça a l'air bon. Alors, on en était à Minio, on avait fini la config de Minio. Donc, l'idée, c'est qu'on ait des settings par défaut et qu'ensuite, on modifie les settings en fonction de nos propres installations en passant par les variables d'environnement. Donc, le Docker Way, quoi, le container Way. Alors, time. Alors, le défaut, c'est RFC 1123, Fully Outputted Dates. Est-ce que c'est le truc américain ou c'est le truc... Alors, vendredi 1er mars... Ouais, ok, c'est bon. Donc, on va garder celle-là. Mais du coup, on va l'expliciter pour la doc. Hop. La localisation de l'UI. On va le mettre empty. Ensuite, le cron. Alors, Gitty fait aussi un faux cron quand on est dans Docker. Donc, voilà, c'est exactement ça, justement. Enable false ou true. Donc, la grande question, c'est est-ce qu'on active ou on n'active pas? L'idée dans un monde containerisé, c'est qu'on n'active pas et que ça soit un autre service qui fasse ça. Genre une function si on est sur AWS ou quelque chose qui fasse spécifiquement ça. Donc on ne va pas activer. Et on aura un script spécifique dans l'implémentation de déploiement qui sera là pour faire les crons. Il utilisera d'ailleurs aussi le même conteneur, mais qui aura son entry point modifié pour faire tourner un cron. Bon, donc du coup tout ça, si on désactive cron, en fait ça serait ce qui s'exécute quand on exécute le script, peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, ça ne change rien en l'occurrence. Aussi, il faut notifier si ça a foiré. Alors, si la musique est trop forte, on va baisser un peu. Voilà.
marqué. L'update des miroirs, ça c'est extrêmement important. Toutes les 10 minutes. Ouais. Donc le mirroring, c'est le mirroring Git. Hein. Imaginez que vous ayez un repo Git sur GitHub, vous pouvez le mirror sur Gitty et sur GitLab par exemple. Et donc toutes les 10 minutes, ça se resynchronise. Et donc au lieu d'avoir un repo central, vous avez 3 centraux qui se resynchronisent. Ce qui augmente la scalabilité de votre truc et le failover. Et ce qui est très rarement fait, souvent en fait il y a un repo de référence. Par exemple OpenStack, ils ont un repo de référence et GitHub sert de repo de backup. Il faut toujours notifier quand il n'y a pas le succès. On puisse agir. Hyper captivant comme stream, hein, mais je fais des streams toujours très captivants. Mais bon, ça permet de se rafraîchir la mémoire sur les paramètres que nous autorise Gitty. C'est de toute façon la première étape, parce qu'après, on va devoir tester tout ça dans un conteneur, et on va devoir orchestrer avec un petit Docker Compose pour s'assurer que notre proof of concept fonctionne. Et ensuite, on écrit les tests. Et avec Gitty, ce seront des tests rédigés avec Cucumber. Donc vous allez voir la syntaxe Gherkin. Hop. Alors, synchronize external user data when starting server. Donc ça, c'est si vous avez un LDAP ou quelque chose comme ça. Ah, j'ai cliqué sur CTRL-X. Voilà, on retrouve. Le CTRL-Q, pardon. Vous me dites hein, si la musique est trop forte.
Ah, mais c'est l'inverse. No success notice, c'est-à-dire qu'on notifie pas. Il faut aller la comprendre, cette nom de variable. Alors, hop, on va changer tout ça. Moi, je veux des notifications. Je veux remplir mon Prometheus, Loki, ce que vous voulez. Greylog, ce que vous voulez. Des notifs. Je voudrais que ça soit eux qui choisissent, Prometheus, Loki, Greylog, et pas le conteneur. Ok, on clean par older than. 168 heures, ça fait combien de ça? Ça fait une semaine, ok. Alors, désactiver tout, supprimer tous les comptes inactifs, ouais. Je suis pas sûr, ça. Les repos non plus, les archives non plus. Ça, c'est une logique qu'il faudra voir. Qu'est-ce qu'on fait des inactifs? C'est la logique que se pose Docker tous les jours en ce moment. Qu'est-ce qu'ils font des trucs inactifs? Au passage, alors, GC Repose, Args, oui c'est bon, on a gardé Args là aussi. Alors, ah oui, ça, resync les clés SSH, oui, la consolidation des clés SSH, c'est assez important. Mais ça consiste en quoi celui-là? Update the SSH authorized keys file with git SSH keys. Oui. Toujours ça. Du coup, celui-là aussi, hein. Le Garbage Collector. On resynchronise aussi les hooks. Alors,
Est-ce qu'on réinit tous les repos Git manquants qui sont dans la base? Je pense pouvoir les effacer mieux après. De toute façon, vous pouvez tout override avec des variables d'environnement. Donc, si mes paramètres vous plaisent pas, vous pouvez les refaire de votre côté. Delete all repositories missing their Git files. Je pense aussi. Il faut une seule source de confiance, donc il faut pouvoir remerge en permanence. Et donc, il faut delete ce qui est en trop et réinit ce qui est en pas assez. Pareil. Pareil. Et le git timeout, donc c'est en secondes, 360 secondes. C'est 6 minutes, ça va. Migrate, 10 minutes, c'est bon. Mirror, 5 minutes. Clone, 5 minutes. Pull, 5 minutes. Et GC, 60 secondes. Ouais, ça me paraît correct. Ah, je me suis froissé un muscle là. Bref. L'excès de sport. Bon. Alors. Ça c'est mirror, mais c'est quoi le mirror? Alors attends, on a un chrome toutes les 10 minutes, mais on check toutes les 8 heures. Default intervalle c'est 8 heures, et min intervalle c'est 10 minutes. Ok. Ah, l'API. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est avec ça qu'on va augmenter les fonctionnalités Gitty. C'est là qu'on va du greffer concours, etc. L'auto-updater. Donc, semantic release, renovate. Donc, c'est pas mal. Hop. Les trados. On va laisser, mais à un moment donné, il va falloir que je me pose la question de quel trado on sélectionne, celle par laquelle on commence, pour pouvoir traduire l'ensemble de l'outil
Parce que là, premier c'est anglais, deuxième chinois. Les deux, il y a combien? Il y a 3 formes de chinois. Alors ça doit être chinois, continental. Le dernier, ça va être taïwanais et au milieu Hong Kong. Ensuite, allemand, français, néerlandais. LV, c'est quoi? C'est lituanien, letton, je sais plus. Du russe, de l'ukrainien, du japonais, de l'espagnol, du portugais, du Brésil et du Portugal, du polonais. BG, ça serait bulgare? Bon, je sais pas. Bref. Toutes ces langues, on va pas les maintenir nous-mêmes, hein, parce que déjà, je parle pas chinois, je parle pas néerlandais, je parle pas japonais, bref. Donc ça sera un peu compliqué d'avoir la doc dans ces langues-là. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, les docs qu'on va assurer, ça sera anglais-français. Assez rapidement, il y aura allemand, puis italien, et puis après les grandes langues européennes petit à petit. Hop. Donc on va vider, on va garder que anglais-français pour le moment. Parce que quand on met une langue là, ça veut dire qu'il faut assurer la doc. Moi, bon. Anglais-français, on pourra. Le reste, pas tout de suite. Donc on garde ça. L'allemand assez vite, je pense. L'allemand viendra assez vite. Mais... Tenez, par exemple, names, on a English avec un E majuscule et français avec un F minuscule. Dans le contexte, est-ce qu'il faut mettre un F majuscule ou pas? Comment il note? Le turc, c'est avec un T majuscule. Netherlands. Espagnol, c'est avec un E minuscule. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bref. Allez. Highlight mapping. Pour l'instant, on n'a rien greffé. Mais ça pourrait venir. À mon avis, ça... Qu'est-ce que... C'est pour des classes de couleurs de fichiers en fonction des extensions, peut-être. En gros, c'est ce qui permet, par exemple, chez Codium, là, par exemple, sur lequel on est, là, on a un truc en J2, il détecte quand c'est du SH et il met les couleurs, comme vous voyez là, avec le symbole, etc. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr. Bref, en tout cas, pour l'instant, c'est vide, donc on va laisser comme ça. Alors, footer branding, est-ce qu'on show? Non. Footer version non plus. Et le template execution time non plus. On va essayer d'avoir des interfaces les plus clean possibles. Sans infos inutiles. Une Mermaid source. Maximum number of characters. Qu'est-ce qu'une Mermaid source? Alors. Vous allez voir qu'il va me sortir la petite sirène. Oui, mais... Ah, Mermaid source, ça doit être ça. Generation of diagram and flowchart from text in similar manner. Ah! D'accord, c'est pour afficher des diagrammes, des choses comme ça.
Mhm. D'accord. Et ça ressemble beaucoup à... Comment ça s'appelle? Celui qui contient UML, plante UML. Il y en a un qui wrap plante UML et plein d'autres. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Bon, bref. Ok. C'est pas mal. Faudra voir s'il vaut mieux pas justement prendre l'autre. On verra petit à petit. Alors, le sanitizer, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va le laisser en default. Et on le réglera en fonction. Alors, l'objectif de cette forge logicielle, c'est d'être une forge IaaS, entre guillemets, donc vraiment sur le hardware, sur le bare metal. Et donc, il y aura des langages plus utilisés que d'autres. Et donc, peut-être qu'il faudra orienter toutes ces highlighting et mapping et markup plus vers ces langages que d'autres. On verra. Alors, est-ce qu'on active l'ASCII-doc? Oui, non, non. J'ai pas installé ASCII-doc et on va l'installer avec une commande externe avec un service. C'est-à-dire que on va coder un bout de service, un bout de, oui, de service qu'on pourra appeler par curl qui contiendra derrière ASCII-doc ce qu'on veut. Donc pour l'instant, on va le désactiver parce que le service n'est pas codé, mais une fois qu'il sera codé, dans la render commande ici, ça ne sera pas ASCII-doc quelque chose, ça sera CURL et l'endpoint correspondant à ASCII-doc. CURL ou autre, suivant celui qu'on a mis dans Gitty. Je crois qu'on a mis quoi dans Gitty? On n'a rien mis. Bah, ça sera pour une version 1. Quelque chose. Le metric endpoint, oui, il faut l'activer. Ça va aller dans Prometheus. Et Authorization, bien sûr, mais bon, rappelez-vous, les cryptos, ça se met pas dans des fichiers de configuration. Les cryptos, ça se charge par des env. Donc le token, on le laisse vide. Mais là, on veut remplir Prometheus de métriques. On va voir comment ça se comporte. Alors, Chanel en Redis. Redis, toujours. On va considérer Redis. Il est hyper simple à mettre en place, Redis, donc pourquoi s'en priver? Je suis plus hésitant, par exemple, avec Elasticsearch, qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place, mais Redis, il est très simple à mettre en place, très résilient. Et de toute façon, ce sont des données... c'est pas des données de référence, c'est-à-dire c'est des données qu'on peut corrompre sans problème, on efface et puis on recommence. La base de référence, c'est Postgre. Elle, si on la corrompt, on est quand même un peu dans les difficultés, on va dire. Ouah, je viens de me bloquer en tournant. Désolé. Hein. Wow. Bon, je tourne plus. Alors, l'immigration.
Ben, on va autoriser de migrer les migrations de tous les domaines qui existent, hein. Et ça, c'est selon vos implémentations, vous réduirez. Ah, j'ai le coup bloqué. J'ai un torticolis en cours de création, là. Eh bien, ça fait plaisir. On a Local Networks. Hop. Parce qu'on est dans un conteneur, donc il n'y aura que ce service qui tourne, donc ça sert à rien d'aller au Local Networks. Storage type, le default, ça sera local. On se posera la question après de Minio, suivant la facilité de mise en place de Minio, parce que rappelez-vous, l'idée de cette forge logicielle, c'est qu'elle soit extrêmement résiliente. On veut du rugged software, hein, donc du truc qui peut tomber et se relever sans s'écorcher le genou, un truc bien résilient. Et donc là, pour l'instant, le type de stockage le plus résilient qui soit, c'est local. Mais justement, après, il faudra se poser la question de Minio. Hop. Et on arrive au bout, là. On avait dit EU Central 1. Voilà. Et bien sûr, Minio utilise SSL. Ça, on rogne pas là-dessus. Alors, le proxy, on l'active pas pour le moment. Du coup, proxy VR et les proxy host, on les laisse comme ça. Et ça, ce sera selon vos implémentations. À vous, vous mettrez ou pas. Hop. Ok, on est content. On a fini avec Appini. Très bien. Vous avez vu la taille du fichier un peu? Il y a de quoi faire, hein. Alors, on va regarder les tasks. Appini, on le met là. OpenGitty config file. OpenGitty config file Appini. Très bien. J2, ça me paraît bien. Très bien. Du coup, on va construire les conteneurs. On va construire Gitty Web, par exemple, et voir si ça passe. Hmm.
Ah. Ah oui, j'ai oublié de mettre les variables d'install de GitWeb pour en faire un conteneur. Alors, ce fichier-là, qu'on va reprendre pour GitWeb. Hop. Alors, par contre, on va changer à notre sauce. Pour ça, on va ouvrir l'ancien projet Gitty qu'on avait fait en octobre dernier. Celui qu'on veut migrer, justement. Et on va vérifier dans les entry points ce qu'on veut. Alors, on veut du Gitty avec la config. La config, on la prend plus de home, mais on la prend de USR local etc. N'hésitez pas dans le chat, hein, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à intervenir. Là, on expose... c'est quoi qu'on expose? C'est quel port qu'on a pris en compte? Je me rappelle plus quel port on exposait. Open System Port GitWeb. 9000. Ok, c'est 9000. Et pour SSH, ça sera 2222. Mais là, c'est 9000. Ok. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est les paramètres Postgre. Hop. Donc on va vider tout ce qui est de concours. Allô, on va vider ce qui est de concours, s'il vous plaît. Ah mais c'est pas vrai, ah, ça m'énerve quand il revient comme ça. Alors, hop. Ça sera une amélioration de template à faire, hein, pour qu'on ait tout sur plusieurs lignes, parce que sinon c'est illisible. Voilà. Hop. Bon, je crois qu'on est bon. Donc, les noms des paramètres, c'est plus concours poserait quelque chose. C'est, si on reprend notre API, c'est... Alors, Gitty... Hop. .ini en... managing deployments with environment variables.
Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après, effectivement, on va avoir la question du user Git, parce que Gitty fonctionne avec Git. Et Git, c'est pas vraiment 12 factor, c'est très lié au système. Et donc, il va falloir faire comme on a fait pour SSH, rappelez-vous, truander le système en lui faisant croire qu'il y a un vrai user alors que c'est un faux user. Vous allez voir ça. Bon, en attendant, ce qu'on veut, voilà, c'est ce genre de choses. Donc, si on se remet là-haut, on veut le host, le user, le password, le SSL mode. Le SSL mode, pas besoin. On va l'enlever. Par contre, on veut le database, le host, le user et le password. On est d'accord. Le host pour pouvoir pinguer correctement le bon conteneur. Le name, c'est donc la database, le user et le password. Donc pour pouvoir connecter correctement. Alors, c'est Gitty database host. Ah oui, mais le host il est donné au dernier moment. Là, ce qu'on veut, c'est name. En fait, là, je fais un truc qui sert à rien. Parce que ça, on va le réutiliser dans le compose. Donc en fait, il n'y a pas besoin de ça. Il y a juste besoin de ça. Voilà. Voilà. Alors, on va construire le conteneur. Vous allez voir que ça ne va pas marcher parce qu'on a cette histoire de Git avec un UID flottant à régler. Mais j'ai un rôle en cible exprès pour ça, tout travailler, donc normalement ça ne devra pas être hyper compliqué. Le seul truc c'est que si ma nuque me fait mal comme ça, je sais pas si j'aurai les idées claires, mais bon bref. Allez, on y retourne. Ce qu'on va faire c'est reconstruire l'artefact de base qui est donc la collection en cible. Ça va vous sinon? La collection est en cours de création. Alors c'est toujours un peu long parce qu'on a 1 giga d'assets à monter dans la collection. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est dû au fait que Concours est assez lourd. Et de toute façon, c'est pas la meilleure méthode qui soit, mais c'est en attendant au mieux. Parce que l'idée, c'est que là, actuellement, les binaires de Concours sont en local et on les monte dans la collection. Mais l'idée, c'est qu'une fois que la forge logicielle est déployée, les binaires de Concours sont dans leur propre artefact repository et ils seront demandés à la volée par la collection au moment de sa création. Pas au moment de sa création, justement. Au moment de l'utilisation, donc du déploiement des rôles. Donc ça fera une collection beaucoup plus petite, parce qu'elle n'aura pas les artefacts chargés en elle.
Mais bon, en attendant, on fait comme ça. Ça veut dire que par exemple, cette collection n'est pas correctement formatée pour être uploadée dans un Ansible Galaxy. Elle est trop lourde. Mais donc du coup, il y aura une phase de déploiement de la forge logicielle sans avoir les artefacts d'Ansible Galaxy, modification de la collection, et ensuite on upload dans Ansible Galaxy. Il y aura une phase de migration comme ça. Gitty Web. Et on va attendre de voir comment ça se passe. Alors, il y a un problème. Ah, no such file directory. Ok. Oui, c'est parce que j'ai pas fait le fichier de convergence. Ah, is invalid stat GitWeb. Oui, il n'y a pas le fichier de convergence. Non, attendez. Effectivement, ça marchera pas bien. Alors, converge. Excusez-moi. Voilà. Ça va aller mieux comme ça. Là, on va lui mettre un dossier vars, main.yml, et conteneur type web. Parfait. C'est itératif, hein, le truc. Hein. Malheureusement, on va devoir rebuild la collection.
Et on attend patiemment que ça se fasse. C'est un peu lent, hein. Alors, on passe à la suite. Reconstruction du conteneur. Et c'est parti. Oh là. Ah, là, ça a l'air de démarrer. Bien ça. Ah. Ça a fail. Pourquoi ça a fail? Alors, il y a une erreur de syntaxe quelque part. Proxy host. Template error while string. Ah oui. Proxy host. C'est où l'erreur? No local networks.
C'est ça qui fait l'erreur? Show footer landing. Donc ça c'est plus bas. Storage type local. Hello local network false. Mais il manque un truc. C'est quoi le problème? Unexpected, un point. Unexpected point. Ok. Donc, si on reprend. Voilà. Ici, on a les accolades. Et c'est les accolades que Jinja repère. Donc il faut regarder où il repère des accolades qu'il ne devrait pas repérer. Ah, c'est ça. C'est ça. Access log template. Comment je faisais, moi, de ce côté-là? Apini, j'avais mis un truc devant pour dire à Jinja, tu n'y touches pas. Ah, c'est ça. Voilà. Donc le backtick, là, c'est dire à Jinja, ce qu'il y a à l'intérieur du backtick, tu le laisses tel qu'il est. Tu t'en occupes pas. Voilà. On va regarder s'il y a d'autres endroits où ça peut foirer. Normalement, non. Et on va relancer le build. Allez, on relance le build. Salut Toby, ça va? Bah écoute, 15 jours que j'ai pas streamé, donc je reprends petit à petit. J'ai une épaule en vrac, donc c'est un peu compliqué, mais ça va. Bah écoute, voilà, par ça, ça va. Non, j'ai fait une semaine à l'école 42 Lausanne, et la semaine dernière, j'étais au DevOps Days de Zurich. Oh.
Les DevOps Days Zurich. Ah, alors attends. Je vais ressortir mon Twitter. Alors. Donc les DevOps Days, tu connais le principe des DevOps Days. Donc c'est un salon qui parle de DevOps. Alors, hop, comment ça, hop. Donc, les DevOps Days Zurich, ça s'est déroulé à Winterthur. Winterthur, c'est un bled à l'est de Zurich. Donc, c'était pas vraiment à Zurich, en fait. Voilà, Winterthur. Et c'était à la halte caserne de Winterthur. Donc la halte caserne, c'est en centre-ville. Hop. C'était ici. Voilà. Et moi, j'étais tranquille parce que mon logement était quelque part par là et la gare est par là. Donc en fait, si tu regardes l'échelle, là, t'as 20 mètres. Là, le segment, là, il fait 20 mètres. Donc, en fait, c'était 5 minutes de trajet partout. Bref, c'est pas la question. Donc, à l'Alte Caserne, on a eu pendant 2 jours des conférences les unes après les autres. On a eu des open space et des workshops. Donc, je vais montrer le programme. DevOpsday.ch, s'il vous plaît, voilà. Pourquoi ils font là-bas? Il y a des entreprises plus qu'ailleurs. À Zurich, il y a énormément d'entreprises. Zurich, c'est le poumon économique de la Suisse. Et Winterthur, c'est juste à côté. Si tu vois, là, tu as Winterthur. Et là, c'est Zurich. Alors, ça parle quelle langue? Dans ce coin, ça parle allemand. Mais la langue des DevOps Days, c'était l'anglais. Des Français, on devait être... Des francophones, on devait être une dizaine, une douzaine. Sur 250 participants. Il y avait quelques Américains, il y avait des Néerlandais, un Danois ou deux, des Indiens... Et puis d'autres pays, mais très très peu. Essentiellement donc des Allemands et des Suisses allemands. Donc, c'était le le mardi 7 septembre et le mercredi 8 septembre. Je vais baisser la musique parce que j'ai dans les oreilles, elle me dérange un peu. Mettre un truc. Voilà. Donc, ça a commencé par donc un opening. Moi, j'arrivais toujours une demi-heure à l'avance pour avoir des photos de salle vide. Alors, je vais vous montrer les photos de salle vide. Et donc, l'idée, c'est qu'on avait une grande pièce comme ça, une grande salle qui faisait les conférences générales. La halte caserne, elle était sur 4 niveaux. On avait un rez-de-chaussée et 3 étages. Derrière ces chaises là que vous voyez, il y avait les stands d'un certain nombre de boîtes qui étaient donc sponsors des DevOps Days. Et il y avait il y avait 3 autres boîtes qui étaient au dernier étage dans les escaliers. Les boîtes, c'était par exemple Elastic. Vous aviez Jenkins, la boîte qui fait Jenkins. J'ai oublié le nom. Vous aviez JFrog et Jenkins. Je suis désolé, j'ai oublié leur nom à l'instant. La boîte qui fait Jenkins. J'ai oublié son nom. Bref. Ça me reviendra. Et quelques autres. Et les boîtes, elles étaient une dizaine, quelque chose comme ça.
Et donc l'idée, c'était, on avait des conférences qui duraient 20 minutes par conférence. On alignait 3 conférences, ça faisait 1 heure. On avait une demi-heure de pause où on s'égayait dans les stands, où on chopait des tonnes de goodies et tout. Je vais faire une vidéo unboxing de goodies parce qu'il y en a, j'en ai des kilotonnes. Donc on se renseignait, etc. Les entreprises, elles venaient pour de diverses raisons. Il y en a qui venaient pour du recrutement, d'autres pour vendre leurs produits, leurs services. Voilà. Et donc le matin, c'était ça. Le matin, on avait environ... On avait combien de conférences? 1, 2, 3, 4, 5... On avait 5 conférences le matin. Au manger le midi, le ticket d'entrée total, c'était 250 francs, je crois. Donc le repas était inclus dedans, café à volonté, eau à volonté, forcément, et gâteau, croissant à volonté, bref. L'après-midi, on enchaîne avec un concept que j'ai découvert là, qui est pas mal, qui s'appelle l'Init Talk. Et donc le concept de l'Init Talk, et après je vais aller plus en détail hein, dans les contenus des trucs, hein. Alors, l'Init Talk, c'est une présentation de 5 minutes. C'est 20 slides. Et c'est la machine qui change les slides toutes les 15 secondes. Et le talker, donc le speaker, le type qui fait, ou la fille qui fait le talk, n'a pas le contrôle sur le changement de slide. C'est entièrement automatisé. Toutes les 15 secondes, le slide change. Donc, c'est un exercice, en fait, un peu théâtral, où on a appris à l'avance son texte, etc., pour coller avec les slides. Voilà, c'est un truc extrêmement dynamique. Et donc, on en a eu 8, avec des gens qui font ça tous les jours. On a... alors, Johanna Bilskov, c'est celui qui a fait la chanson du DevOps. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette tentative terrible de chanson qu'il y a sur la chaîne de Limaoui. C'est la chanson du DevOps, c'est l'auteur de la chanson du DevOps, c'est Johanna Bilskov. Voilà. Et donc, il y a Claudine Claire et Georg Gosenberger qui, eux, ont fait un poème. Donc 5 minutes de poème, voilà, sur la digitalisation de la REGA. La REGA, c'est les services de secours aériens suisses. Transformation agile, etc. Sous forme de poème. Donc c'était sympa. Ces Init Talk permettent pas vraiment de creuser le sujet parce que c'est très court, très rapide. On n'a pas le temps d'approfondir trop le sujet, mais ça donne une ouverture sur le sujet quand c'est bien fait, quand c'est pas trop brouillon, quand les gens ont ciselé correctement leurs phrases et fait des slides un peu corrects. Ça permet d'entrer dans un sujet qu'on connaît pas trop. Après l'après-midi, on avait entre 2h et 2h30 de workshops ou alors d'open space. Les workshops, je pense que vous connaissez tous si vous avez fait des salons, c'est en gros des travaux pratiques, quoi. Ici, il y avait un workshop où c'était du TDD, donc en fait c'était du dev entièrement dirigé par les tests. Donc c'est du software craftsmanship et du TDD. On avait un autre workshop. Par exemple, celui-là, DevOps One-on-One Workshop, c'était en fait l'équipe de JFrog. C'était donc Battlezoar, qui est une dev advocate de JFrog, qui montrait leur solution et qui en fait faisait un TP sur la solution de CI/CD de JFrog. Mais vous verrez ça normalement dans la vidéo que je suis en train de monter, qui devrait, je l'espère, être là dans 3 semaines, 1 mois. Parce qu'il me reste une interview ou 2 à faire, parce que j'ai pas pu les faire sur place. Donc vous verrez un peu que JFrog, ils sont en train de développer toute une solution
de DevOps complet, une telle toute chaîne complète. Donc c'est en fait une attaque frontale, si vous voulez, par rapport à GitLab. Hein. J'ai vu leur solution, il leur manque que la gestion Git. Donc en fait, c'est tout CI/CD artefact. JFrog, si vous les connaissez, ils sont surtout connus pour leur repo d'artefacts. C'est les champions de l'artefact repository. Là, ils ont la toolchain CI/CD qui se rajoute, etc. Donc voilà, ça c'était un travail pratique. Et donc il y en avait d'autres. Celui-là, c'était un travail pratique. C'est celui auquel j'ai participé, qui était donc Dare More Fearless. Donc en fait, c'était un truc psychologique. J'ai jamais fait de psycho, j'ai jamais fait de sciences humaines. Moi, j'ai un background très, si on parle à l'ancienne, très sciences dures. Et donc, j'y suis allé pour découvrir. J'y suis allé pour voir comment ça se passe, quelles sont les méthodes. Voilà. Ça te fait rire, Toby? DevOps, psy, ouais. Non, mais c'est par curiosité que je suis allé voir ça. Voilà. Les méthodes, les façons de faire, etc. Parce que c'est pas du tout mon monde. Hein. J'y connais rien, moi, là-dedans. Donc, psy DevOps, ouais. Donc, voilà. Et sinon, à côté des workshops, on a les open space. Alors, les open space, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien participé. C'est en gros, tout au long de la journée, on avait un tableau. Je crois que j'ai une photo du tableau. Donc ça, c'est Lausanne. Hop. J'ai une vidéo du tableau, pas une photo. Bon, c'est pas grave. Il y avait un tableau où si les gens avaient des idées de workshop, en fait, ou de discussion, de talk, de problèmes qu'ils rencontraient, ils pouvaient l'écrire sur ce tableau. Et après, il fallait un pass sanitaire, ouais. Il fallait un pass sanitaire. Donc, soit vacciné, soit ayant eu le Covid et étant remis, soit sinon c'est le truc dans les narines, là, bref, le test, quoi. Oui, bien sûr, il fallait un pass sanitaire, ouais. Et il y avait des endroits où le masque était obligatoire et certains endroits où c'était recommandé, mais pas obligatoire. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc les open space, très intéressants. Donc, on avait tout un tas de questions. J'ai participé surtout à ceux qui sont plus dans ma spécialité, donc DevSecOps. Donc, en gros, ceux auxquels j'ai participé, c'était... Il y en a un, c'était l'organisation des tests, comment dans vos entreprises. C'était orienté ce qu'on voulait. En fait, c'était les participants qui disaient moi, dans l'entreprise, on structure des tests comme ça. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Comment vous faites chez vous? Est-ce qu'il y a de meilleures méthodes pour structurer les tests? Il y en avait un très pratique, c'est j'arrive pas à implémenter correctement WASP Zap dans mon CI/CD. Comment vous faites pour ceux qui ont de l'expérience de WASP Zap? Des choses comme ça, tu vois. C'était très très large. Il y en avait qui étaient plus effectivement dans l'angle agile et donc ressources humaines, si on veut, donc management des ressources humaines. Donc ceux-là, j'ai moins approché, mais c'était des trucs qui ressemblaient à ce qu'on a comme talk, les talks sur les mobs. Voilà, building mob to disrupt silo, des choses comme ça. Mais attends, je vais t'envoyer le programme. Je vais vous envoyer le programme, comme ça, vous l'aurez. Voilà. Et donc, les open space auxquels j'ai participé, donc j'en ai participé à un sur comment structurer les tests suivant les entreprises. Est-ce que vous aviez un service de Q&A qui faisait que du test toute la journée séparé, ou est-ce que vous aviez totalement dilué maintenant vos équipes de Q&A dans toutes vos équipes full? Il y a beaucoup d'entreprises qui gardent du Q&A d'un côté, ce qui n'est pas une mauvaise idée parce que ça permet d'avoir une sorte de regard extérieur indépendant de l'implémentation, neutre, et donc qui peut sabrer un peu plus
les implémentations et les tests qui auraient été trop orientés par l'équipe technique et qui s'éloigneraient du business, quoi, qui s'éloigneraient du domaine, de la feature demandée. J'en ai participé à un autre sur donc OWASP justement et sur comment vous implémentez un CI/CD DevSecOps. Alors qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Alors, qu'est-ce que j'ai aimé le plus? C'était les open space. J'ai beaucoup aimé les open space. On discutait. Déjà, moi, j'ai beaucoup aimé les open space parce que comme je souffre du syndrome de l'imposteur, ça permettait d'échanger avec les gens et de me dire, bon, finalement, je sais quand même 2-3 trucs. Donc, c'était plutôt rassurant. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Il y a des discussions en off dont je ne peux pas vous parler qui m'ont assez marqué sur l'état du marché et de certaines guéguerres qu'il peut y avoir dans le marché. Mais je les réserve pour moi. Désolé. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions avec ma magnifique présentation des DevOps de Zurich? Parce que j'ai certainement oublié un tas de trucs. Découverte de pratique ou techno, oui et non. C'est-à-dire que c'était des... En fait, je connaissais la majorité des technos et des pratiques, mais c'était les angles abordés par les gens. Parce que chacun, en fait, la pratique un peu à sa façon, oriente pour son business case à sa façon. Et donc là, j'ai découvert des choses. La façon dont les gens orientaient un peu les technos ou les pratiques que je connaissais. En techno, s'il y a une compagnie que j'ai découvert qui s'appelle Cycloid, Jenkins meurt ou survit? Je répondrai après. Donc, Cycloid, normalement, il devrait y avoir une interview qui tombe avec un membre du staff. C'est donc une boîte française, Cycloid. Voilà. Qui a l'intérêt d'être agnostique sur les implémentations CI/CD, Git, etc. Donc, mais je vais faire l'interview. Comme ça, j'approfondirai un peu le sujet. Donc voilà. Ça, c'est une boîte que j'ai découverte. Et donc, sinon, Jenkins meurt ou survit? Jenkins survit bien. Jenkins survit bien. Malgré le fait qu'effectivement, ils n'ont pas pris le virage du GitOps. C'est toujours en interface graphique, mais Jenkins survit bien. Donc ceux qui sont dans le chat là, qui utilisent Jenkins, ne vous inquiétez pas, vous avez encore quelques années devant vous. Et les équipes de Jenkins se battent de toute façon pour tenir le truc. Donc Jenkins survit pas mal. Et d'ailleurs, j'aurai normalement une interview aussi avec un du staff de la boîte qui fait Jenkins Entreprise. Et je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié le nom de la boîte. Ça va me revenir, mais c'est terrible. Attends, ça doit être dans les sponsors. C'est forcément dans les sponsors. Voilà. Ah, mais ils sont là, les sponsors. Cloudbees, bien sûr. Cloudbees. Mais je suis à la ramasse. Cloudbees, voilà. Cloudbees. Donc Jenkins, c'est pas encore mort. Donc voilà, les sponsors. Donc les stands qu'il y avait Swissray, Swisscom, Roche, Checkmarx, Cloudbees, JFrog. Il y avait Cycloid. Il y avait Elastic, Basis, et les autres s'étaient en fait interpellés. Alors Cycloid, j'ai pas complètement tout compris ce que c'était. Mais en gros, c'est une idée, c'est un framework qui se met au-dessus de vos cycles CI/CD et qui permet de standardiser un certain nombre de vues et de métriques et d'interfaces de vos CI/CD. En gros, si vous avez un bout de votre infrastructure qui fonctionne sur Jenkins, un autre sur Concourse, un troisième sur GitLab CI, encore un autre qui fonctionne sur GitHub et GitHub Actions,
avec Cycloïd, vous réussissez à avoir une interface à peu près commune, centrale, où vous pouvez gérer cette diversité de CI/CD et de toolchain de DevOps que vous avez dans votre infrastructure. C'est ce que j'ai compris. Mais je me plante peut-être. Il va falloir que je fasse l'interview et qu'on précise ça. Donc en gros, l'idée, c'est pour essayer de se faciliter soit les migrations, soit de survivre sans coût de migration quand on a des dettes techniques dans tous les sens, parce que on a démarré un projet sur telle toolchain, on a fait un autre sur une autre toolchain, etc. Et qu'au bout d'un moment, on perd en visibilité parce qu'on a des toolchains dans tous les sens, plus rien qui se parle, etc. Voilà l'idée. Voilà, ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'ils expliquent. Single console, il fait le gap entre les équipes IT, zéro lock-in, voilà, voilà. Donc, c'était quelque chose d'intéressant, Cycloïd. Parce qu'effectivement, on a, je pense, tous, des infras avec différentes générations de CI/CD, de trucs comme ça, d'outils de déploiement, etc. Et donc, avoir un outil qui permet de centraliser tout ça, c'est plutôt pas mal, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Tobiche. Et qui puisse réduire l'effort de migration, voire s'en passer temporairement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les DevOps Days Zurich. Donc les prochaines... Ah, vous avez déjà eu l'expérience sur Auchan Digital d'un parc de toolchain complètement éclaté? Ok. Ben ouais, tu vois. Expérience du besoin, ouais. Ben, tu vois, tu sais vers qui aller maintenant. Donc, les prochains DevOps Days Zurich sont en avril, si je me souviens bien. Ils ont annoncé la date. Et j'ai complètement zappé la date. Ah, mai. Voilà. 31 mai, 1er juin. Ah oui, et ce que j'ai pas dit, c'est que bien sûr, il y avait des concours où on pouvait gagner des trucs. Chaque stand faisait son concours, enfin au moins 3 faisaient leur concours de leur côté. Et donc il y en a un, on avait une ISS en Lego à gagner, des trucs comme ça. Et il y avait un concours général pour tout le monde, où le premier prix était un MacBook, le deuxième un iPad, et le troisième un casque avec, vous savez, qui coupe le son là. J'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Donc voilà, je me suis contenté des goodies. Alors, sur les talks eux-mêmes, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc moi, en fait, c'était mon premier salon de ce type. Donc je découvrais un peu les talks et tout ça. Alors, l'école 42, ouais. Alors je finis avec les talks et après on vient à l'école 42, ouais. Donc pour les talks, donc c'est Bouchra qui a ouvert, donc qui est SRE à Datadog, et qui a fait un talk sur le fait qu'on était paumé dans le monde du DevOps. Non, pas de souci, Toby. Paumé dans le monde du DevOps, tout évoluait très vite et voilà, on était complètement paumé. En fait, il y a eu beaucoup de talks sur le fait qu'on était complètement paumé. Parce qu'il y avait Bouchra, il y avait Sébastien Gosgan qui a fait la même chose. Le fait que tout évoluait très vite et qu'on était complètement paumé, c'était super réjouissant. Donc voilà, on a plus ou moins fait le tour. Donc vous revenez vers moi si vous avez des questions. Les trucs. De toute façon, j'ai mis les liens normalement. Ouais, j'ai mis les liens. Bon, alors, 42 Lausanne. Donc 42 Lausanne, c'était la semaine d'avant. J'ai passé une semaine que j'appelle de pédiluve.
Parce que si vous connaissez le fonctionnement de 42 Lausanne, il y a effectivement parfois une petite sensation de vertige à multitude. Ah oui, oui, oui. Surtout avec le cloud native. Si tu vois maintenant le CNCF, le tableau, le landscape, ça fait peur. Hein. C'est absolument effrayant, ça. Tu te rends compte un peu? Donc, 42 Lausanne. Donc, j'ai fait un pédiluve. 42 Lausanne, on a d'abord, quand on a réussi un test en ligne, on a un mois de ce qu'on appelle de piscine, où les gens sont donc mis dans le bain, ils sont dans les locaux, les étudiants, et ils ont les premiers modules de leur cursus, donc qui sont des modules de Shell et des modules de C. Et ils sont donc tout de suite lancés dans le bain, c'est-à-dire avec les méthodes de 42, donc qui est en fait du peer learning. En fait, on demande à son voisin et petit à petit on progresse ensemble en allant chercher des ressources par-ci par-là, sur Internet, etc. 42 fournit quelques vidéos et 42 fournit le matos. Le matos, c'est les exercices. C'est en fait des exercices très pratiques. En fait, typiquement, là, pendant la semaine de pédiluve, donc j'appelle pédiluve parce que j'ai fait qu'une semaine sur une piscine d'un mois, dans la semaine de pédiluve, j'ai vu que tous les exercices passaient par ce qu'ils appellent la moulinette, qui est en fait un CI, donc on fait tourner des tests et c'est rouge ou c'est vert, et une norminette qui est donc un linter. Donc en fait, les étudiants apprenaient très vite à se servir de Git, d'un CI, même s'ils appellent ça moulinette et norminette, etc. Donc en fait, dès le départ, ils acquièrent les techniques du monde professionnel moderne. J'ai mon muscle qui vient de me crisper là. Et donc, c'est plutôt pas mal. De ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Donc moi, j'ai fait l'étudiant pendant une semaine. Ça a très vite foiré parce que ils se sont rendus compte que je maîtrisais un petit peu Shell. Et donc, en fait, j'ai passé mon temps à aider les autres, quoi, à expliquer, etc. Ils ont un système donc d'exo et ils ont un système de review. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez fait vos exos, donc vos modules, ils sont en fait 5-6 exercices les uns après les autres, vous push vos exos sur votre remote Git. D'ailleurs, au passage, c'est Gitty derrière, donc votre remote Git. Et là, vous demandez à être review. Et vous devez avoir 2 reviews. Et donc, les reviews, c'est en fait d'autres étudiants qui viennent pour vous reviewer et qui vous donnent une note. Ils disent ça passe pas, etc. Ce qui est bizarre par rapport à nos habitudes à nous, c'est qu'ils font ça avant la moulinette. Donc, ils font ça avant le CI. Donc en gros, ils ne savent pas si la moulinette va être rouge ou verte. Donc ils estiment, suivant ce qu'ils ont devant les yeux et les tests à la main qu'ils font, si la moulinette va être rouge ou verte. Donc, mais ça, c'est normal, c'est une méthode d'apprentissage. L'idée, c'est qu'effectivement, les gens se connaissent et se croisent. Donc le fait de faire des reviews force les gens à se parler et échanger. Et le fait de les faire avant la moulinette fait qu'ils ne se reposent pas sur les résultats de la moulinette, qu'ils doivent réfléchir un minimum et se demander si c'est correct ou pas. Au lieu de regarder bêtement le log de la moulinette qui donne la réponse. Et donc, une fois qu'il y a les 2 reviews faites, qui donnent une note, la moulinette passe, et là, c'est le massacre. Parce qu'en fait, la moulinette, elle arrête la note à la première erreur. Alors, elle dit les tests, quel test passe et quel test passe pas, mais elle arrête la note à la première erreur. Ce qui fait que, par exemple, moi, je me suis chopé 10% à Shell 00, oui, parce qu'ils commencent leur module à 0, hein, 10% à Shell 00 et 0% à Shell 01. Parce que j'avais oublié des sous-lignes et des trucs comme ça. Non, c'était intéressant.
Et alors attends, j'ai remonté dans l'historique, peut-être qu'on a ça. Et donc petit à petit, en fait, les gens apprenaient ensemble. Ensuite, ils ont un système de un peu comme dans Harry Potter, les maisons. Un peu comme Gryffondor, etc. Ils ont un système qui ressemble. En même temps, si tu as des autres... Oui, bah ouais, oui, mais... Ouais, j'ai appris quand même quelques flags de commandes que j'utilise tous les jours. Parce que je les ai jamais utilisés, ces flags, j'en ai jamais eu besoin. Et je pense que j'en aurai plus jamais besoin. Mais j'ai appris quand même quelques flags de commandes. Et en C, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, donc en C, j'ai appris des trucs. Alors, en C, j'étais moins à aider les autres et plus un peu plus sur mon truc. Même si pour certaines choses, certains concepts d'algo, j'étais à aider. Sur l'implémentation de C elle-même, j'ai des moins. Et voilà, bilan 10% shell 00 et 0% shell 01. Faut pas oublier les sauts de ligne. Donc du coup, ça explique les 15 jours sans stream, comme je le dis là sur cette magnifique image. Et vous allez avoir dans 15 jours, 3 semaines, normalement une vidéo sur 42 Lausanne avec des interviews et une vidéo sur DevOps Day Zurich avec des interviews. Les interviews 42 Lausanne seront normalement correctes d'un point de vue de la qualité du son, etc. DevOps Day Zurich, je promets moins que ça va être correct. Parce que il y avait toujours un bruit de fond. J'avais emporté pas assez de matos, j'avais apporté le minimum syndical en termes de matos. Et donc la prise son n'est pas excellente pour certaines des interviews. Donc il va y avoir du nettoyage avec le fork de Dacity qui est en vogue actuellement. Il faudra que je regarde lequel est en vogue actuellement. Donc voilà pour ces 10 jours. Et la semaine prochaine, ça continue parce que la semaine prochaine, je suis sur un meet-up sur Genève de DevOps. C'est une soirée. C'est pas 2 jours. C'est pas une semaine, c'est une soirée. Et là aussi, je vais voir si... alors, je sais pas du tout comment ça va être structuré. Donc, je sais pas si je pourrais prendre des bouts de vidéo, des choses comme ça. Donc, le repas de midi, ah oui, le repas de midi était offert par Avega. Et c'était un repas vegan, sans gluten et sans lactose. Bon. Qu'est-ce qui restait? Je crois qu'il y avait du céleri, donc les allergiques au céleri, c'était peut-être pas forcément bon pour eux. Qu'est-ce qui pouvait rester? Je sais pas trop, mais déjà, ça ratissait large. En termes de minimum commun. Bon. Et voilà, regardez ces magnifiques photos. Moi, je suis un photographe dans l'âme. Hein. Oh. Vous voyez, on voit à peine le speaker. Ah oui, parce qu'il y avait certains speakers qui ne pouvaient pas être là because Covid. Et donc, qui ont fait leur talk en remote. Donc, bon. Donc, vous voyez, on voit à peine le speaker sur l'écran. C'est hyper surexposé. Bref, c'est magnifique, hein, c'est somptueux. Et c'est toujours comme ça. Hein. Là, c'est la soirée, on voit à peine le verre. Là, c'est un fond de vin blanc, des snacks derrière. Je suis un grand reporter. Vous voyez, là, c'est tout flou. Tout est flou. J'ai réussi à faire tout flou. Pareil, mais là, il y a des couleurs. C'est flou avec des couleurs. Alors là, c'est un peu moins flou. Voilà. Bref. Donc, je sais que pour la prochaine fois, il faut que j'apporte un peu plus de matos pour pouvoir filmer, prendre des photos, etc. Parce que là, en gros, si vous voulez une idée, le seul matos que j'avais, c'était mon smartphone. Donc ça a vite ses limites. Mais en même temps, j'étais pris de court parce que quand je suis parti là-bas, je pensais pas du tout faire des reportages, quoi, des interviews, des choses comme ça. Donc bon. Voilà, Toby,
Tu es satisfait? Alors, je vais le refaire dans une demi-heure si Micral revient. C'est quand même plus puissant que certains satellites, ces smartphones. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais quand tu vois la qualité d'image, tu peux te dire que tu peux te dire que tu te dis que tu peux mieux faire, hein. Mais de rien, Tobiche, de rien. Écoute, je recommencerai peut-être dans une demi-heure en fonction de qui se présente. Il y aura peut-être des trucs qui me reviendront. Mais voilà. Donc j'ai passé un bon moment, voilà, là-bas. T'aurais aimé les deux? Le Devils Zurich et 42 Lausanne? Yes. Bah écoute, on monte une team francophone pour 2022, je sais pas. Alors, j'ai fait des threads sur Twitter pour essayer de, de résumer un peu tout ça. Donc oui, la chanson du DevOps, donc c'est lui hein, qui est l'inventeur de la chanson du DevOps. Donc vous pouvez aller sur le Twitter de Limaoui pour avoir accès à ces threads. Il y en a deux, hein, premier jour, deuxième jour. Voilà. Alors, je signale qu'il y a des gâteaux. Est-ce que ça passe? Ah non, on n'entend pas le son. Attends. Quand même, l'apothéose. Il y a des gâteaux. Deuxième jour au DevOps Days de Zurich, devant la nature morte au croissant. Et il y a des gâteaux. Voilà. Pom, pom, pom. Deuxième jour oui, au DevOps Days de Zurich, devant la nature morte au croissant. Et il y a des gâteaux. Voilà. Pom, pom, pom. Oui, Tobiche, tu m'as cerné. Effectivement, je suis beaucoup plus gâteau que fonte en club de sport, oui. T'aimes beaucoup le chocolat sous toutes ses formes. Ouais, mais tu vois, en Suisse, les Suisses n'ont pas conscience que la Suisse est un pays du chocolat. Donc en fait, en termes de chocolat, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, ils en ont pas conscience. Je sais pas pourquoi. Donc on avait des gâteaux en tout genre, des choses comme ça. Alors, il n'y a eu pas de souci, j'ai bien mangé, hein. Aucun souci pour se nourrir. Bon, allez, revenons sur le code. Et je reprends dans une demi-heure si jamais quelqu'un demande. Hop. Alors, hop. Et on redémarre. Donc pour revenir sur le code, on est en train de build le conteneur Gitty Web. Donc il sera l'interface graphique et l'accès web à Gitty qui donc sera le gestionnaire Git de la forge logicielle. On va ensuite faire Gitty SSH et vous allez voir que quand on va faire le Docker Compose, donc l'agrégat Docker Compose pour faire nos tests, ça va foirer. Pour une raison très simple, c'est que on est en UID flottant, or Git n'est pas conçu de base pour de l'UID flottant. Git, c'est conçu pour avoir un user Git dans le TCP/SWD et donc avec un UID fixe. Donc on va devoir utiliser la même technique qu'on a utilisée pour OpenSSH pour Git. Donc là, les images conteneurs ne sont pas finies, il va falloir implémenter, enfin
importer le rôle de UID flottant pour pouvoir truander Git et lui faire croire que y a un vrai user Git alors que non. Donc voilà, Tobish, si tu veux, donc géographiquement, ouais, géographiquement, c'est vraiment à l'opposé de la Suisse par rapport au monde francophone. On est plus près de l'Autriche. Donc, lac de Constance, le Bodensee. Tu as Liechtenstein ici. Donc là, c'est l'Autriche. Là, c'est l'Allemagne. On est juste en dessous de Schaffhouse, qui est donc une enclave suisse en Autriche. Et la partie francophone, elle s'arrête en gros entre Fribourg et Berne, là, à peu près. Ça s'arrête. Voilà. On fait un trait comme ça, et là, on a la partie francophone. Donc, on est quand même très loin de la partie francophone. Et donc ici, il parle un dialecte allemand. Je ne sais pas si c'est le Zuricher, je ne sais pas quel dialecte c'est. Mais dans la rue, c'est pas de l'allemand, c'est du dialecte local. Je ne sais pas le nom du dialecte en question, mais c'est un dialecte local. Voilà, ça c'est pour la géographie. Et donc Zurich, c'est le poumon économique de la Suisse. C'est la plus grosse ville de Suisse. C'est c'est le centre d'activité de la Suisse. C'est la plus grosse gare du coin. C'est bref, voilà. À côté de Zurich, Genève et Lausanne, c'est des villages. Voilà, voilà. Bon, alors on en est où? Oh, il y a encore plein d'erreurs. Oh, ça va être fatigant. Alors, 3761. À la ligne 3700. Mais il n'y a pas de 3761. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Alors, on va peut-être y aller autrement. Au lieu de fixer les ports comme ça, ça va être long et fastidieux. On va transformer ce template en fichier brut. Ah, c'est peut-être ça. Ça, il aime pas. Alors, attends, je vais tenter en enlevant ça, là. Peut-être ça aussi. Bref, on va relancer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ces 10 jours d'absence. Et pas sur mon torticolis en train de naître, hein, s'il vous plaît. Vous voyez bien que j'ai le cou tout raide. Ouais. C'est grandiose.
If you have questions, if some of you are from the DevOps Day Zurich and are curious, if you have questions, don't hesitate to ask. Faut faire massage, chérie, avec l'accent chinois. Ok. Merci, Tomish, pour cette contribution. Ah ouf. J'ai levé mon épaule. J'aurais pas dû. Il faut pas lever l'épaule. Celle-là, ça va. So if you have any questions about the DevOps Day Zurich, if you are a viewer from the DevOps Day Zurich, if you are curious, don't hesitate to ask. I will answer them gladly. On sait jamais, hein. Il peut y avoir des gens du DevOps Days. Parce que comme j'ai mis sur Twitter tous les hashtags, sinon j'ai trouvé un truc nickel qu'un pote plus sportif que moi m'a conseillé. Ça se vend en magasin de sport. C'est quoi? J'ai peur. C'est des rouleaux en caoutchouc. Et ça fait quoi? Vous savez quoi? Je pense que même je vais devoir arrêter le stream parce que ça empire. Ça empire. Tu mets au sol ou sur un mur? Ouais. Je suis complètement coincé, Tobish. Oui, tu mets ça au sol ou sur un mur. Et ça picote et ça picore du pain dur. Ah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé à ce point-là. Bon, Gitty Web. So, if you have any questions, don't ask them now. Just wait for the next stream on Wednesday. Same hour. C'est pas du SM, promis. Avec DuckDuckGo, c'est des valeurs sûres. Ah, mais me fais pas tourner la tête. Ah, d'accord. Ouais, peut-être, ouais. Bon, là, en tout cas, pour ce soir, je pense que c'est arrêt de stream et le gros rouleau noir. Ok. Là, je pense que ça va être arrêt de stream dans pas longtemps. Je suis désolé, Tobish. Et allongé dans mon pieu, sur le dos, en attendant que ça passe. Parce que là, ça tire. Je suis désolé, hein. I'm sorry for the new viewers from the DevOps Day Zurich. If any of you are there. Pense au rouleau, c'est magique. Ok. Ok. Oh. Écoute, on va juste voir si ça passe là. T'as décoincé 2 fois? Ok. Bon. Pas très bien. On va juste voir si le Gitty Web passe. Mukral, tu pourras voir en replay parce que j'ai vu que tu demandais justement un compte rendu. Donc je l'ai fait. J'en referai un mercredi si tu veux. Si vous voulez, j'en referai un mercredi. Là, je suis désolé pour ce soir. Je vais devoir abréger. Je vais voir donc si tout ça, ça passe. Et après, j'éteins tout le matos et je me mets en horizontal. Ah, je suis désolé. C'est con, hein, 10 jours d'absence et je reviens en pleine forme. C'est magnifique. Magnifique. Ah là là. Après, avec le rouleau, tu fais comme un ours sur un arbre qui se frotte. Ok, ça, je sais bien faire. J'ai plutôt le physique, donc ça va.
Une allusion. Oui, bah, avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, Tobiche. Bon, c'est pas passé, mais là, je suis désolé. Euh, je, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve mercredi pour la suite des opérations. Je suis vraiment désolé. Allez, coucou, bonsoir, goodbye. À mercredi, see you Wednesday. Même heure, same hour. Bisous, Tobiche. Et je suis désolé. Allez. Coucou.